Merci, Madame la Présidente. Merci. Je pense que c'est le bon micro, celui-là, c'est ça? Oui. Bon. Merci, chers collègues, pour cette présentation. Je pense qu'effectivement, il faut bien comprendre l'importance des relations que nous entretenons avec le Vietnam. Et donc, ces deux traités qui sont un prolongement logique de la coopération qui ne cesse de se renforcer actuellement entre nos deux pays, et ceci ayant été marqué notamment par la visite de notre Premier ministre au Vietnam l'année dernière et la visite des plus hauts responsables de l'État vietnamien successivement en France. Nous entretenons des liens de plus en plus étroits, des liens historiques, avec, ça se traduit par une communauté française qui est en forte expansion sur place. On a pas loin de 8000 ressortissants maintenant. C'est beaucoup, et y compris des profils beaucoup plus jeunes qui sont audacieux et qui viennent déployer notre savoir-faire, notre culture et notre façon de progresser et qui imprime également notre marque française, il faut le souligner. Nous avons du coup ces mécaniques, ces mathématiques avec l'augmentation des échanges en termes de biens, de services, de personnes entre nos deux pays, une augmentation mathématiquement liée du nombre de demandes d'entraide et de pénales et d'extradition. Et aujourd'hui, vous l'avez expliqué, c'est basé sur le fondement de conventions multilatérales ou du bon vouloir de chacun, et ceci ne permettait pas des échanges de bonne qualité. Donc il fallait construire ces instruments bilatéraux pour permettre soit l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées, ou soit la coopération, et la coopération en matière d'entraide pénale est essentielle, au moins pour la transmission de documents. Il était donc important, d'autant plus qu'on voit bien quand on augmente le volume des échanges, eh bien, mathématiquement aussi, on a une augmentation du volume des situations de délinquance, de condamnation, etc. C'est uniquement de la mathématique. Donc, ces deux traités sont les bienvenus. Dans l'article 3, vous l'avez souligné, il liste les motifs obligatoires du refus d'extradition. Vous avez souligné le fait que nous avons quand même un décalage dans la façon dont nous prononçons des condamnations, le fait qu'il y a une peine de mort encore en vigueur au Vietnam et qui est encore appliquée. Certains pays l'ont, mais ne l'appliquent plus, mais ils l'appliquent encore. Et donc, il était important que cet article 3 précise que si l'infraction est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, en l'occurrence, ça ne peut être que le Vietnam, nous ne l'avons plus, alors la partie requérante peut fournir des garanties jugées suffisantes par la partie requise pour que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée. J'aimerais savoir, ce sera ma question, en quoi consistent ces garanties qui nous permettent d'être assurés que si un ressortissant vietnamien est extradé vers le Vietnam, il ne pourra pas être condamné à mort. Je vous remercie. Comment faire Anne Gente nous demandait quelles étaient les garanties. Tout simplement, on pourrait refuser l'extradition. Et en fait, c'est la meilleure garantie qui soit, et je crois que ça a été dit par Jean-Michel Clément tout à l'heure, la meilleure façon de garantir la sécurité de la personne est de ne pas autoriser l'extradition dans un pays qui pratique la peine de mort. Première solution. Deuxième solution, c'est un accord politique entre les deux pays pour soit une substitution de peine. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la substitution de peine n'a pas été reconnue. Néanmoins, c'est un agrément qui doit se faire entre les deux. C'est la deuxième solution possible, un agrément politique, c'est la deuxième solution possible, sachant que celle où j'aurais tendance à dire qui serait la plus rassurante et celle qu'il faudrait privilégier est tout simplement ne pas autoriser l'extradition.